Je t'envoie une vidéo parce que là en fait je me foutre en l'air, tu vois, genre l'administration française en fait, l'administration française. Je regarde 12 fois, je fais mais no entiendo la palabra, que dice? Où est mon apostille? J'appelle le centre en question, je comprends pas Audrey, je te jure je comprends pas. Je comprends pas. Mais moi je demandais quoi? Mais c'est moi, je suis folle? Ou c'est elle qui me prend pour une... Oh, c'est gros boulet, je te jure, je... Ah Audrey, ma tension. Tu ne commences pas à me chauffer par callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma vidéo. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Juliette, j'ai 26 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un update qui, je pense, va faire partie des derniers les plus importants à ce sujet. Avant, bien sûr, le fait de recevoir mon visa et de partir à l'autre bout du monde. Mais pas que, va y avoir d'autres sujets à aborder, il va y avoir des présentations de lecture qui en ce moment me permettent de garder la tête hors de l'eau, de simplement me divertir. Enfin, j'avais vraiment envie de faire un vlog un peu plus long que d'habitude. Pareil, peut-être un peu plus ciblé sur le blabla, mais parce que ces dernières semaines, ça se bouscule beaucoup dans ma tête et j'avais envie de continuer d'aplanir avec vous et d'être dans cette transparence que je cherche à avoir et à garder depuis très longtemps. Alors oui, non, c'est pas du tout une collab. Quand je suis en période de doute et de stress, vous le savez si vous avez regardé la vidéo où je me colore les cheveux, je me dis en fait quitte à douter, autant avoir bonne haleine. Le mantra ne change pas. En vrai, pour pas faire l'idiote, pour les personnes qui débarqueraient ici, ou alors ça fait longtemps, vous n'êtes pas tombé sur une vidéo de ma chaîne, je pars en Corée le 19 septembre prochain. En PVT d'un an, si tout va bien. Et je dis bien si tout va bien, puisque je vais envoyer cette semaine mon dossier complet pour ma demande de visa. Ça fait, je crois, 1 mois que je bachote un peu la chose. Entre le moment où j'ai un peu commencé à me renseigner, le moment où j'ai commencé à remplir les papiers, à faire toutes les démarches, etc., jusqu'à la vidéo que je vous ai faite vraiment sur le sujet. Je vais pas revenir sur les dernières démarches que j'ai faites. Enfin si, je vais revenir sur quelques-unes, ne vous inquiétez pas, parce qu'elles méritent qu'on sache. Pour le côté saugrenu de l'histoire, ou pour le côté éducatif, si des personnes souhaitent un jour faire la même chose, ça a le mérite d'exister. Et entre ce moment, vous voyez, où j'ai quasiment tout finalisé, genre là littéralement, avec vous, je vais aller imprimer mes derniers papiers pour que tout soit au propre. Je vais tout revérifier une dernière fois, comme ça le dernier papier que j'aurai à attendre, en fait, je pourrai tout envoyer d'un coup. Je vous avoue que je suis contente d'avoir eu ce temps à disposition pour bien faire les choses, pour me retourner quand il y a eu besoin, mais aussi pour la recherche d'appartements dont, pareil, on va parler bien, vous et moi, parce que entre ce qu'on voit sur les réseaux, la réalité, oh my God! Et encore, on parlera de ma réalité, donc qui est encore différente. De l'appréhension, de la conscientisation, genre que là vraiment tout se met en place, d'avoir un pied dans l'autre pays, mais toujours quand même un bon pied ici, avant de partir. Des derniers mois qui sont un peu les plus durs, parce que là on est vraiment dans l'attente du départ. J'avais envie de vous parler de ces sentiments-là, et pas juste de regarder la valise que j'ai achetée, parce que je vais acheter une valise pour mon voyage. Vous me connaissez, j'aime bien mettre le contexte. Donc si suivre mon aventure de manière complète vous intéresse, vous êtes littéralement sur la bonne vidéo, et comme je vous dis, je pense que ça va être une des dernières, puisque la prochaine fois qu'on en parlera, ce sera « Ah, j'ai reçu mon visa, trop cool, je pars véritablement bien le 19 septembre » et le déménagement là-bas. Mais jusqu'ici, j'espère que ce sera la dernière vidéo sur mon dossier. Je sais que je parle beaucoup d'administratif, mais c'est parce qu'en fait, j'en parlais encore avec une amie qui doit partir à peu près aux mêmes dates que moi, genre à quelques mois près, enfin genre à 1 mois et demi près. C'est que sur les réseaux, vous allez toujours avoir une personne que vous connaissez pour qui ça s'est super bien passé, super vite, qui n'a rencontré aucun problème. Sauf que, en fait, on n'a pas du tout tous la même expérience, et même celle que je vais vous donner n'est pas une expérience 100% commune, puisqu'elle va vraiment différer selon les personnes. Mais faut vraiment pas vous fier à un retour. Faut pas vous fier à la meuf qui a dit que ça lui a pris 2 mois. Faut pas non plus vous fier à la personne qui vous dit que ça a pris 1 semaine. En fait, il faut conjuguer vraiment les expériences. Et en fait, c'est comme tout dans la vie. Ne faites jamais d'un son de cloche une vérité absolue. Enfin, là, je parle vraiment de sujets de manière générale, pas des sujets où, bien évidemment, il y a un son de cloche et c'est tout. Cette vidéo, comme toujours, est sponsorisée par mes mésaventures, mais pas que, quand même, il faut le dire. Faut être un petit peu optimiste. Et par le fun, j'espère, et par vous, que ce soit en boostant la vidéo dès à présent, en la commentant, un tampon, parce que là, c'est bien ce dont j'ai besoin. Une enveloppe,
mon dossier qui va être envoyé. Et la dernière manière, la plus généreuse, bien sûr, de me soutenir, c'est de participer à mon indépendance financière. Comme toujours, vous connaissez la phrase, 2 € ça fait la différence. Mon lien sera en description et merci infiniment à toutes les personnes qui y participent déjà, que ce soit en boostant, en commentant ou en me finançant. Je vous aime très fort. Alors, j'ai pas envie de partir dès le début de vidéo dans un immense laïus explicatif sur la mésaventure que j'ai eue par rapport à l'apostille de mon casier judiciaire. Non, parce que croyez-moi, c'est aussi ridicule que désastreux pour notre administration française. Pareil, je vais pas vous faire tout de suite le grand laïus sur la recherche de logement. J'ai vu des choses, les gars. Mais croyez-moi, les histoires vont arriver. Sur le pan administratif, j'ai quand même eu un échange absolument lunaire où la fille, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte que genre là, ça n'a ni queue ni tête, et où elle m'a dit oui. Et au niveau logement, en fait, il faut savoir que niveau capacité géographique, vous voyez, de se repérer dans un espace, j'ai des capacités proches de 0. Je vous rappelle que la fameuse vanne, c'est qu'il y a encore 5 ans, je croyais que Bayonne était en Italie. Ma mère est prof d'histoire géo et accessoirement, mon beau-père habitait Hendaye puis Bayonne. Enfin bon. Ce que je veux dire par là, c'est que Bordeaux, la ville où je vis, je la connais sur le bout des doigts parce que je la quadrille depuis 10 ans bientôt. Mais il en a fallu du temps et je peux toujours pas vous donner les noms des rues, je peux vous donner les arrêts de tram et c'est déjà très bien je trouve. Mais là, en une semaine de recherche d'appartement, j'ai tellement épluché tout ce qu'il y avait que j'ai retenu quasiment l'entièreté des districts de Séoul. Séoul, c'est 7 fois Paris, pour information, si j'ai pas de bêtises. J'ai trop hâte de vous en parler parce que croyez-moi, en fait, je me dis cette expérience, le fait de pas se sentir seule, parce que je me suis sentie tellement seule, pas en mode solitude horrible, mais je me suis sentie tellement seule dans cette expérience que j'ai trop envie d'en vous en parler, j'ai trop hâte. Mais d'abord, du plus fun, du plus doux, du plus léger. Vraiment, vous me remercierez. Alors, qu'est-ce que j'appelle du plus doux, du plus fun, du plus léger ? En soi, on va pas se marrer, je suis désolée. En gros, quand vous montez un dossier de PVT, et ça peu importe où, Canada, Australie, ce que vous voulez, vous avez tout un dossier en fait à monter avec des papiers différents. Je vous ai déjà parlé du carnet de Mélissa, une bonne copine à moi qui a été adorable dans tout le processus mais qui a répondu à 1000 questions que je lui ai posées, genre vraiment. Et en fait, elle a sorti une trilogie de carnets vraiment sur le PVT, là, de Corée du Sud, enfin en Corée du Sud. En plus d'être hyper intelligible, qui aborde genre littéralement tous les sujets, qui est coloré, qui est simple, il est trop kawaii. Non, plus sérieusement, ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a tout un support qu'elle fait écrit, mais surtout, il y a un support vidéo qui va, voilà, avec la version numérique que vous avez quand vous achetez la trilogie, et qui franchement, m'a apaisé le slip parce que toutes les petites questions qu'on a en plus, elle les aborde. Et en gros, elle a fait une double page exprès avec tous les documents à donner en fait pour monter le dossier de la demande de visa. Et aujourd'hui, avec vous, je vais pouvoir cocher quasiment toutes les cases. Sur mon ordinateur, je me suis fait 2 dossiers différents entre les dossiers donc pour le PVT à remplir et les dossiers que j'ai à imprimer. Je me suis pris des cartes pour commencer à vraiment me familiariser le plus possible avec Séoul. Genre moi je suis un peu obsessionnelle du contrôle, c'est qu'il faut vraiment que je contrôle à l'avance le plus possible là où je vais arriver. Comme ça je sais que je m'économise du temps sur place. Donc là c'est genre de manière mignonne, vous voyez, genre vraiment les districts les plus importants, etc. Enfin je dis toujours district mais c'est peut-être plus quartier ou je ne sais quoi. Mais attendez, c'est pas tout. On a là une version plus énervée. Mais la folle du bus. Avec littéralement, bon, alors c'est pas de super qualité, mais j'en ai pas trouvé 12. Je vais essayer de re-regarder. Avec là, vous voyez, des endroits un petit peu major. Là, on a Seoul Forest, Lotte World, des parcs, des musées, des universités très connues, vous voyez, genre des trucs comme ça. Là, on est sur une carte, pour le coup, de la Corée du Sud de manière générale. Pareil, avec les principales villes et les spécificités qu'il y a à visiter, à connaître. Vous voyez, à Busan, par exemple, on a les plages, les temples, la seafood, la côte. Mais il y en a 2 qui sont très importantes. Et là, vous vous dites, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Eh bien, je suis d'accord avec vous. C'est la carte du métro. Alors, je sais que comme ça fait mal aux yeux, mais je sais qu'à Paris, c'est quelque chose qui me saoule de ne pas savoir où je suis alors que j'y vais depuis 10 ans. Mais je sais que quand on y habite, on se repère plus forcément. Mais pareil, en fait, j'ai pas envie d'apprendre les stations par cœur, mais j'ai juste envie de savoir les lignes principales, vers où elles vont, vous voyez. Retenir les terminus. Est-ce que c'est
À droite, à gauche de la Hanne. Enfin, en haut ou en bas, je ne sais pas comment on dit. Nous, à Bordeaux, on dit rive gauche ou rive droite. Séoul, je ne sais point. La fameuse ligne verte qui entoure on va dire le centre, mais tout est relatif de Séoul. Pareil, quels sont les points névralgiques? Voilà. C'est pour ça que quand je vous dis fun avant, histoire après, bon, il y a tout qui est relatif dans le mot fun. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on va vraiment se poser pour parler en images ou non de tout ce qui s'est passé. Parce que vraiment, cette semaine, ça a été intense. Il y a des personnes qui ont emmagasiné tout ce que j'avais besoin de déstocker, à savoir même ma prof de coréen. Vraiment, quand il y a le truc avec l'apostille, donc casier judiciaire, j'ai commencé le cours pendant 10 minutes à gueuler sur l'administration française. Merci à toutes les personnes qui m'ont supporté cette semaine. Mais c'est moi, je suis folle. Je comprends pas, Audrey. Je te jure, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, c'est gros boulu. Ah, Audrey, ma tension. J'étais zombifiée, vraiment. La recherche d'appartements, ça a continué de... Mais c'est fait et je suis très contente. Et encore une fois, j'ai vraiment joué le jeu à chaque étape de bien faire les choses. Et en fait, c'est pas facile pour qui que ce soit. Je suis pas en train de dire que c'est difficile. Une fois de plus, là, je parle de mon cas, de mon expérience. Je suis pas en train de dire que c'était la tâche la plus difficile de ma vie. Enfin, littéralement, là, j'agis pour un PVT, pour une année de césure. Alors certes que j'ai financé moi-même, etc. À la sueur de mon front. Mais où je veux dire, on n'est pas sur une tâche difficile de vie. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais où quand même, en fait, c'est tout simplement un projet que j'aurais fait toute seule de A à Z, avec l'aide et l'expérience de personnes. Et tout comme moi, je vous fais cette vidéo, j'espère que ça servira. Mais où je suis très contente parce que du coup, je suis vraiment impliquée à chaque étape du processus. C'est responsabilisant, ça fait que même avant de partir, en fait, j'ai conscience de plein de choses. J'ai moins ce sentiment, vous voyez, de l'imposteur, de l'impostrice. Le jour où je vais partir, ça aura pas été un claquement de doigts. Ça aurait été vraiment une expérience longue, mûrement réfléchie. Et où j'aurais été vraiment active à tous les niveaux. Et ça, j'avoue que c'est un peu une fierté. J'ai très très peu l'habitude d'être quelqu'un qui se dit fier d'elle-même, etc. Genre vraiment, je suis dans cette mentalité, malheureusement, il faut que je sois honnête, un peu d'ancienne génération, mais pas que. Je pense que le côté très performatif de notre société entraîne aussi et toujours à ce constat de qu'est-ce qui mérite que tu sois fier de toi. Vous voyez, pour moi, la fierté, c'est toujours associé à quelque chose de grand. Or, quand je prends cette expérience, en fait, c'est quelque chose de grand, pour moi. Et tout de suite, je me dis, ouais, mais est-ce que je peux vraiment être fière de moi quand on parle de quelque chose d'autocentré et surtout genre en mode d'aussi privilégié? Sauf que je pense que vraiment, c'est deux choses totalement différentes. On peut être fier de soi en sachant d'où l'on vient, comment les choses ont été facilitées, en notant le parcours, encore une fois, d'investissement personnel à chaque étape. Je pense que c'est vraiment pas incompatible et surtout, je pense pas que ça doit l'être nécessairement. Parce que c'est ce qui nous pousse plus loin, après, pour d'autres objectifs de vie, de continuer à faire parce qu'on se rappelle de la fierté qu'on a ressentie à avoir mené un projet de A à Z. Et encore une fois, peu importe son background. Parce que certes, j'ai un privilège, mais après, je suis pas non plus la fille de Jeff Bezos. Faut dire les termes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, là, le plus important, c'est que tu te parles à ton niveau, à ta personne, basta. Let's go. Bon, désolée, vous serez à contre-jour. Je sors de l'imprimerie. Bon, déjà, il y a un document que j'ai doublé
qui était à pas moins de 5 pages. Parce qu'en même temps, c'était trop bizarre. Genre, le premier document que j'imprime, ça m'ouvre une fenêtre pour imprimer, sélectionner les trucs. La deuxième, en fait, ça imprime direct. Donc du coup, je l'ai lancé 2 fois. Heureusement, me connaissant impatiente comme je suis, j'aurais pu le lancer une 3e fois. Ça n'a pas été fait. J'ai imprimé des documents, les gars, vous avez vu. Mais c'est hilarant. Il y en a 3 comme ça, qui font genre 3 fois la taille de ma tête. Non mais franchement, c'est pas permis d'être aussi naze, hein, non, faut dire les termes. Là, je rentre pour signer à la main les documents qui doivent être signés à la main, les mettre définitivement dans la pochette là, qu'on dit une chemise. Parler plus d'une chemise où mettre tous mes documents pour le PVT, enfin la demande de visa. Faudra pas que j'oublie de mettre mon passeport. Non mais avec tout ça, je suis sûre que je vais oublier les trucs les plus importants, mais bon. Je vais revérifier. Là, du coup, les 2 derniers documents qu'il faut vraiment faire au dernier moment, c'est l'attestation bancaire qui atteste que vous avez bien la thune pour partir et le règlement des frais au CAVAC, donc à l'ambassade où je fais ma demande, disant oui les gars, je vous ai bien payé pour ce dossier. Et ça, c'est vraiment au dernier moment. Donc, logiquement, ma conseillère bancaire me répond tous les 2-3 jours, donc ça va être cette semaine. Et entre-temps, je vais régler le CAVAC, puisque dans tous les cas, on doit toujours attendre 2-3 jours ouvrés pour qu'ils aient bien eu le temps de recevoir le paiement et qu'ils soient en mode ok c'est bon, cette personne a payé, nous pouvons traiter son dossier. Donc c'est pour ça que là tout s'enchaîne un peu et que l'air de rien, il était temps de les imprimer ces documents. Quelle aventure, et j'ai eu de la chance de fou. Devant moi, il y a un mec qui sortait à peine d'avoir imprimé, je crois, genre 600 pages. Et derrière moi, il y avait 3 mecs qui faisaient développer leur soutenance de mémoire. En fait, le plus particulier, j'en parlais avec ma pote qui est allée faire un PVT, Mélissa justement, en Corée, c'est que vu que c'est la première grosse étape du voyage, en fait pour nous forcément c'est la plus importante et du coup on est matrixé par est-ce que j'ai bien tout imprimé, est-ce que j'ai bien tout noté, mais en fait elle me dit ça va être le cas de tes soucis quand tu vas partir, mais d'une force parce que t'as tellement plus de choses chiantes qui vont t'arriver. Donc j'ai à la fois hâte et pas très hâte parce que déjà là la demande de visa me suffit largement. Alors je viens de rentrer à l'instant et croyez-moi, la séquence qui va suivre, en fait il faut le voir pour le croire. Après, il y avait écrit feuille A4. Feuille A4, pour moi, c'est une feuille lambda. En gros, les documents importants, heureusement, ont été convenablement imprimés en format A4. Donc ça, c'est good. Mais attendez de voir la carte des districts. Non pas de Séoul, mais de Séoul. Voilà. Moi, j'arrive. Je sais. Je pense que je vais les accrocher. Mathilde va les subir dans l'appart jusqu'à ce que je parte. Je ne peux pas passer à côté de quoi que ce soit comme information, qu'on soit clair. Mais si ce n'était que les districts, laissez-moi rire. Je vous présente également, messieurs, dames, la carte. Oh non, en plus ça va pas jusqu'au bout. Oh, mais c'est trop mal imprimé. Oh misère. Après j'en ai une autre, c'est pas très grave. Les métros à Séoul. Excuse me, what the actual fuck? Non mais au moins voilà, bon visuel. Après c'est dommage finalement que ça n'aille pas jusqu'au bout, hein. Mais on peut pas tout avoir à cette taille-là. Et oui, comme quoi ce n'est pas la taille qui compte, on l'a déjà dit. Et ensuite, bon pour le coup là c'est un petit peu plus coloré, donc à la rigueur, eh bien la carte de la Corée du Sud. On pourra pas dire que voilà, j'ai pas mis mon âme. J'ai eu trop peur parce qu'en tout ça me faisait 22 copies, le boulet. Et en vrai ça va parce que ça, plus je me suis acheté une colle parce que je dois coller une photo sur mon dossier là, plus des épingles pour rassembler les dossiers entre eux, enfin vous voyez qu'on distingue etc. bien comme il faut. J'en ai eu pour 6,40 €, donc vu les affiches du Louvre que j'ai imprimé plus tous les autres documents, en vrai ça va, je m'attendais à pire. Là je vais rechecker une dernière fois tous les documents avant de les signer. Et puis ensuite, ensemble, on se posera pour que je vous raconte les aventures qui me sont arrivées pour mon casier judiciaire et mon logement parce que ça mérite d'être entendu. Mais pourquoi? Oh, c'est pas possible. Oh là là, c'est casse-cacahuètes. Oh là 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 là. Prod the beak. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais je... No entiendo la palabra. ¿Por qué te vas? Mais ouais, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh là là. Mais en
En plus, ça bug, genre. Ah, là, je suis chafouin. Ah, je suis chafouin. En fait, j'explique. Sur mon dossier, les lignes rentrent parfaitement. Il n'y a rien qui dépasse ou nanani ou nanana. Et là, à l'impression, genre, c'était trop grand pour passer. Mais comment je fais si ça me le dit pas là? Et en plus, quand j'essaie de réduire la taille, alors qu'elle rentre sur le dossier, elle rentre, quand j'essaie de réduire la taille, ça ne marche pas. Comment faire? Ok. Mais vas-y, ça me tend là. Là, ça me... 2 petites phrases de rien du tout. Bah... Sacre bidouille. Ça m'agace. Pourquoi? Comment faire pour les réduire? Comment... Mais je vais les réécrire moi-même, j'en ai rien à faire. Je vais coller des cases moi-même. Puis c'est tout. Pourquoi j'entends une voiture qui démarre? Aïe aïe aïe. Vous voyez, toujours des coquilles. C'est dingue, non? Jusqu'au dernier moment, coquilles. C'est dingue. Réduis-toi ou je te réduis. Voilà. Mais oh là, et je vous jure, c'est pour que je devienne fou. C'est pour que je devienne fou. Et là, faut pas trop me chercher là. Sinon, je vais devenir colère. Je comprends pourquoi ça passe dans la photo. Pourquoi ça ne passe pas en imprimante? On m'explique? Je ne comprends pas. En plus, madame n'aurait pas été fichue de vérifier lors de l'impression. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. Faut que je me rende compte quand je suis rentrée chez moi. Bon bah, once again quoi. Au final, quel est le résultat, le bilan? J'ai 2 documents à réimprimer. Il y en a un, j'ai pas besoin de vous faire le topo, je crois qu'on a compris la raison. Et l'autre, là pour le coup, c'est de ma faute, c'est que dans l'adresse saisie, j'ai pas mis France. Je sais que c'est implicite, je sais qu'on la trouvera, mais encore une fois, quand on envoie un si gros dossier et qu'on peut rectifier, on rectifie. Si c'est envoyé que c'est comme ça, ok, je peux rien faire. Mais là, je peux. Et vu que dans tous les cas, il me reste des choses à réimprimer, ce n'est point grave. Mais vous voyez, ça fatigue, hein. Genre franchement, l'administratif, c'est tellement des micro-rouages dans un plus grand rouage, et parfois ça dépend pas forcément que de vous. Il y a tellement de vigilance à avoir que... ça plombe, hein. Là, j'ai l'impression d'avoir donné vraiment toute mon énergie pour la semaine. Mais bon, vaut mieux ça, se rendre compte qu'il y a des coquilles que l'inverse. Donc ça fait partie du jeu, une fois de plus. Et vraiment, on peut pas dire que je vous cache quoi que ce soit dans tout ce process. Cerise sur le gâteau, j'ai voulu prendre un petit peu d'avance et régler les frais de traitement de ma demande de visa au CAVAC de Paris, enfin de Berlin, mais bref. Je ne peux pas, avec mon compte, faire un virement européen. Et il faut que je fasse le virement depuis une banque. Donc genre pas PayPal. Donc je vais me rendre demain en présentiel et je vous jure la manière dont je souffle. Sauf que là où je suis, c'est pas ma banque de base, donc est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Sinon, c'est-à-dire qu'il faut que j'appelle ma conseillère, que je lui dise oui, en plus de me donner l'attestation assez rapidement, par favor, pouvez-vous me faire le virement? En soi, c'est rien. Vous voyez, c'est rien de 1, il n'y a rien de grave. Je l'ai déjà dit avant, je ne vais pas me répéter, il n'y a rien de grave dans toute cette situation. On va pas s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais c'est tellement de petits trucs où il faut être vigilant. Et je savais pas que je ne pouvais pas faire de virement européen. Donc ça, vous voyez, dans le temps qu'on met à disposition pour faire les choses, ça en fait partie. Maintenant, il est grand temps de vous parler de ma mésaventure administrative de courte durée. Je vais pas faire la drama queen, mais mes aventures quand même. Je me remets droite. Pour votre demande de visa, je sais pas si c'est partout la même chose dans tous les pays, je ne crois pas. Mais pour la Corée du Sud, vous devez faire parvenir votre casier judiciaire apostillé. Très important, c'est un sceau donné par... en gros, c'est une... Comment dire? En gros, c'est vraiment un acte notarial qui vient attester que c'est vrai. Pour ce faire, il faut d'abord extraire votre casier judiciaire du site fait pour. Ça, en soi, ça vous prend 30 secondes, franchement. Enfin, vous rentrez vos infos, ils savent, ils vous reconnaissent en mode « Ah oui, toi, tu es toi ». On te le fait parvenir et vraiment, vous l'avez en maximum, je crois, 24 heures. Mais la plupart des personnes, à l'heure actuelle, on l'a en moins d'1 minute. Pas de souci si c'est pas votre cas. Si ça met plus d'1 jour, là, pour le coup, renseignez-vous. Donc jusque-là, pas de problème. Mais ensuite, pour demander l'apostille, c'est un autre site. Donc ça, c'est un site officiel, pareil, qui est toujours noté si vous mettez la recherche et tout, notamment sur le site des PVTistes. Il y en a qu'un, donc bref... On y va, et là, vous enclenchez une demande d'apostille de quoi? De votre casier judiciaire. On joint le casier
on choisit le centre d'apostille qu'on veut pour ne pas potentiellement me faire accuser de diffamation. Je ne vais pas dire le centre que j'ai choisi parce que vous n'êtes pas obligé de choisir le centre affilié à votre ville. Vous pouvez, ce n'est pas une obligation. Donc, je ne dirai pas celui que j'ai choisi. Peut-être c'est celui de ma ville, peut-être c'est au nord de Paris, au sud, à l'est, à l'ouest, on n'en sait rien. Mais, aïe, je n'avais jamais entendu parler de cette manière, je veux dire aussi précisément, que quand vous faites une demande... tous les mots sont importants, donc c'est pour ça qu'ils sont répétés. Quand vous faites une demande d'apostille, sur le site exprès de demande d'apostille, et que vous demandez le renvoi par voie numérique, ça c'est un petit peu, je crois, pas obligatoire, mais genre conçu dans le truc, et par voie postale... important. Parce que là, pour ma demande de visa, il me demande le document original. Et moi, je sais que j'ai une pote qui avait envoyé la version numérique et on lui avait dit non. Donc, il me faut l'original, renvoyé par voie postale. Vous demandez tout ça et vous devez payer, en plus donc, de l'envoi de votre casier judiciaire pour qu'il soit apostillé et du récépissé de votre demande, une enveloppe affranchie pour le renvoi de votre casier judiciaire apostillé. Jusque-là, ok, d'accord. Tout est good. Donc je coche bien renvoi postal au site de l'apostille à qui je fais la demande d'apostille sur mon casier judiciaire que je leur fais parvenir. Jusque-là, tout est good. Je l'envoie. Le mercredi midi, je crois, il me semble que je reçois un mail dans la fin de journée ou peut-être le lendemain matin, vraiment au plus tard, qui me dit « On a bien reçu votre dossier, il est en train d'être traité, payez ». Parce que oui, vous payez plus tard, mais bon, ok, nickel. Tout est, pour le coup, là, tout est bien fait, pas de soucis. Moi, je suis en mode, ah purée, cool. En plus, on a un petit mail qui nous dit qu'on a reçu mon dossier. Vous voyez, c'est rassurant. Dans des démarches comme ça, le moindre petit, oui, c'est bon, ok, tout est good, c'est rassurant. Le vendredi, je reçois la version numérique, tout est nickel. Et ça me dit, le renvoi postal va prendre 3 jours. Alors, je sais jamais faire la distinction, mais genre, je crois, ouvrez, vous savez, genre, les week-ends, ça compte pas. Donc là, par exemple, ils avaient traité mon dossier le jeudi, et logiquement, je devais le recevoir le lundi. Le lundi, je pars faire les courses, je vais voir ma boîte aux lettres, quelle ne fut pas ma surprise de voir ma petite lettre affranchie me revenir. Et là, je me dis, mais on peut dire ce qu'on veut sur l'administration française. Il y a peut-être des petites subtilités, mais une fois qu'on est dans les bons rouages, c'est bon. Que tu m'es naïve. Je me dis quand même, ça mange pas de pain, je vais ouvrir mon enveloppe là sur le coup, histoire de voir la chose, parce que du coup, je savais à quoi ça ressemblait la pastille. Déjà, je trouve la lettre très plate, mais soit, c'est du papier. J'ouvre et tout, je vois mon casier judiciaire, ok, jusque-là, c'est le document que j'avais envoyé, donc tranquille, je l'avais déjà. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc là, je me dis, non, mais peut-être je suis bête, genre en mode l'apostille version numérique, elle est comme ça, mais peut-être là, elle est au recto, non, verso, non plus petite, pas de couleur, elle n'est nulle part. Il n'y a que mon casier judiciaire dans l'enveloppe. Donc là, moi, je vrille un peu. Parce que déjà, je sais pas gérer ma frustration. Une fois de plus, j'aime le contrôle. Donc quand il y a quelque chose qui échappe à mon contrôle, ça m'envahit d'une puissance insupportable. Je ne suis pas rationnelle sur ça. On peut me dire, oui, mais Juliette, don't obsess over things you can control. Si, j'obsesse. Ni une ni deux, me voilà en train d'appeler le centre en question d'apostille. Oui, bonjour. Bon, déjà, ça répond tout de suite. Ça, c'est très cool. J'ai pas eu besoin d'attendre. Pendant des heures, je veux dire, puisque, bon, encore une fois, l'administration. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enfin, c'était pas un oui, bonjour, c'était un oui, bonjour. Vraiment le cliché, quoi, de l'administration en France. Donc, la fille, je lui explique mot pour mot. Je dis, écoutez, voilà, je vous ai fait une demande d'apostille de mon casier judiciaire il y a moins d'une semaine et j'avais demandé le renvoi de cette apostille sur mon casier judiciaire par voie postale. Et en fait, je n'ai reçu que mon casier judiciaire à l'heure actuelle. Et elle me dit oui, c'est normal, est-ce que vous avez demandé le renvoi postal de l'apostille? Et je dis eh bien oui, puisque je suis allée sur votre site pour faire une demande d'apostille et j'ai coché renvoi postal. Elle me dit non, est-ce que vous avez précisé dans le récépissé que vous vouliez le renvoi postal de votre apostille? Je dis attendez, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous êtes en train de me dire que la demande du service que je fais littéralement sur votre site, quand je demande à ce que ce service me soit rendu par voie postale, puisque ce que je vous envoie, je l'ai donc déjà, il faut que je précise que je parle bien du service que je vous demande
et pas de celui que j'ai déjà? Et là, un blanc, et elle me dit oui. Je lui dis mais c'est mentionné où? Sur le site? Elle m'a dit oui, c'est mal fait. Mais c'est tout, l'échange c'est ça. Il n'y a pas de oui, c'est mal fait, bon, on va trouver une solution. C'est juste ça. Du coup, je dis, ben, je fais comment là? Moi, il me faut la pastille originale. Qu'est-ce que vous me proposez? Elle me dit, ah oui, c'est compliqué. Je dis, ben, je sais pas, est-ce que c'est possible de me l'envoyer par voie postale? Est-ce que faut que je me déplace jusqu'à pour le récupérer? La personne me dit oui, ça peut se faire par voie postale. Je dis mais du coup, vu que j'ai déjà payé, ça veut dire que ça vaut frais de me le renvoyer, c'est possible? Oui, je vais voir. Je dis mais... Et des blancs à chaque fois qu'elle parle. Et je dis mais vous allez voir là, vous allez voir dans 2 jours, vous allez voir dans 1 semaine. Elle m'a dit non, je vais voir avec la personne qui a géré votre dossier. Là, elle n'est pas disponible, mais vous savez quoi, je vais vous reprendre votre adresse. Et de là, mais alors, je peux pas vous dire mon adresse, mais... Il y a des spécificités, mais c'est pas non plus la mer à boire. 15 fois répéter. Et le problème, c'est pas de répéter 15 fois, c'est que je répète en épelant, vous savez, en faisant la fameuse technique de, je sais pas, genre H comme Hugo, M comme mandarine, genre. Mais la personne arrive à se tromper, genre plusieurs fois d'affilée. Je veux dire, je n'ai pas de jugement sur ça, mais voyez-vous ce que je veux dire là, c'est beaucoup. À un moment, je me dis, elle se paie ma tronche. Genre, je lui dis, ce mot-là, il y a que, par exemple, je veux dire, il y a que un N. Mais une seconde après, elle me dit donc 2 N. Je lui dis non, 1. Elle me dit pas 2. Je lui dis non, 1. Elle me dit d'accord. Elle le redit à la fin. Je lui dis combien vous avez mis de N à ce mot? Elle me met 2. Ma patience finalement. Et donc, in fine, je lui dis est-ce que vous savez combien de temps ça va prendre pour que je sache si vous pouvez me le renvoyer? Parce que j'aimerais quand même faire ma demande de visa dans pas trop longtemps, etc. Elle me dit oui, d'ici la fin de semaine. Je lui dis mais d'ici la fin de semaine, on aura traité mon dossier ou je l'aurai dans ma boîte aux lettres, madame? Je veux savoir, je veux comprendre. Elle me dit, ah, je sais pas. La vie se joue de moi. Je veux bien contrôler mes obsessions de contrôle, mais là. T'imagines, c'est comme si genre, tu donnais des chaussures à un cordonnier pour qu'il y rajoute des pompons et que le cordonnier, il te renvoyait juste tes chaussures et tu lui dis, ben non, je vous ai demandé de rajouter des pompons, renvoyez-moi les 2 du coup en même temps, et qui te disait ah non mais fallait me dire que vous voulez que je vous renvoie le pompon que vous m'avez demandé de mettre sur vos chaussures. Je vous jure, parfois je me dis est-ce qu'on se moque de nous? Non, je balance des propals comme ça. Bon, maintenant qu'on a passé Juliette Drama qui vous raconte cette histoire et qui était au bout de sa life, parce que, en fait, comme j'avais 12 démarches à faire en même temps, ben, la moindre où il y a, vous voyez, une coquille, une interférence, tout de suite, c'est le bout du monde, encore une fois, surtout comme quand moi, on contrôle tout, ou on aime tout contrôler, et que quelque chose échappe à ce contrôle-là. Et c'est surtout que, en fait, l'administration française, comme beaucoup d'administrations, elle n'est pas là pour être logique. C'est quelque chose qui est gavé reproché à l'administration française parce que vous, c'est évident que si vous envoyez un document que vous avez déjà, qui n'est pas juste original et que vous demandez quelque chose à faire dessus et que vous demandez un renvoi postal, vous attendez les 2. Sauf qu'en fait, vu qu'ils font également le renvoi numérique, eux, ils vont vous dire « Bah non, vous pouviez très bien juste vouloir la version numérique et après, on vous renvoyait le document que vous nous aviez donné pour faire cette transformation-là. » Et voilà, c'est juste une question de logique qui n'est pas logique. Et quand on est emmagasiné, enfin pas emmagasiné, quand on est empêtré dans plein d'autres démarches où on a déjà beaucoup de choses à faire, on se dit mais pourquoi la vie ne me facilite pas? Et encore une fois, ça se saurait si l'administration française facilitait les choses. Néanmoins, merci à la dame de me l'avoir renvoyé si vite. Je l'ai eu, je l'ai reçu et il est magnifique. Il est boulonné. La pastille à votre casier judiciaire est boulonnée. Il y a 0 mensonge. Avant de passer à comment j'ai trouvé mon logement, les conseils que je vous donnerai, enfin que je vais vous donner, combien ça m'a coûté, tout ça, les applications que j'ai préférées à d'autres, certaines que je ne recommande point. Je viens de finir le tome 3 donc, de la trilogie dont je vous ai parlé de Mélissa, et c'est très rigolo parce qu'en fait c'est un tome sur la fin de son PVT. Et là où elle a toujours cette facilité à être, comment dire, extrêmement précise, aidante, conseillante, ça ne se dit pas. Dans ce qu'elle vous raconte, ce que j'ai adoré dans ce tome-là, c'est qu'elle parle aussi un petit peu du pendant émotionnel du PVT,
et surtout de quand on revient, il se passe quoi? Comment on fait quand genre on sait que le PVT va finir? Enfin, il y a vraiment toute une partie un peu plus ouais, émotion, se placer, affronter le fait que quand on revient, ben, la vie a continué en fait en France. Les gens vous ont pas attendu. Donc vous avez vécu une expérience complètement hors sol parce que ça aussi c'est ce que je rappelais, genre c'est que le PVT c'est vraiment pas une expérience commune. Donc c'est pas pour vous la péter que je vous dis ça, mais c'est plutôt de vous sentir supérieur parce que vous pouvez vous la péter quand même. C'est une décision assez incroyable qui s'est passée pour vous. Vous avez de quoi en être fier, de dire ouais j'ai fait ça, j'ai osé. Par contre, il y a rien de supérieur par rapport aux autres, ça c'est certain. Mais vous voyez, j'ai noté des petites phrases que j'ai trouvées très belles et je parle pas des petites vidéos qu'elle a rajoutées. Par exemple, la fin du PVT marque la fin d'un visa, mais pas la fin de ce que tu as vécu. Quand cette aventure se termine, une question revient souvent, parfois brutalement. Et maintenant, je fais quoi? Il n'y a qu'une seule bonne réponse, la tienne. Et ça, je trouve ça trop joli parce que quand on a vécu une expérience aussi folle, on a l'impression en fait que rien ne pourra jamais être aussi fou en termes d'expérience de vie derrière, ou du moins peu de choses. Encore une fois, je parle de gens qui ont des quotidiens assez ordinaires, même si ça, c'est une aventure extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Voilà, quand on revient, on n'est pas tous à repartir en PVT ailleurs, même si c'est une possibilité pour certains. Mais bref. Donc la vie, on peut être contente de la retrouver, notre vie en France, notre entourage, nos proches, etc., nos repères quand même, mais on retrouve aussi à la fois cette routine que l'on connaissait en France, et à la fois elle n'a plus rien à voir, puisque pendant un an, vous n'étiez pas là. Et c'est ce qu'elle dit, je crois, elle dit tu ne vas pas retrouver, tu vas redécouvrir. Et ça n'a rien à voir. Et il faut autant s'y préparer que d'apprécier cette redécouverte. Vous voyez, c'est que vous revenez pas dans un truc nécessairement maussade, enfin je ne vous le souhaite pas, mon Dieu, mais vous revenez dans quelque chose voilà, que vous allez redécouvrir en fait et que vous allez surtout adapter à vos nouveaux besoins. Parce que ça, elle a fait un encart que je trouve très juste, c'est de dire quand vous revenez en France et que vous y restez un certain temps, si vous repartez ailleurs ou si vous y restez tout court, vous revenez mais avec une autre perspective. Vous ne revenez pas comme avant. Parce que, je cite, tu reviens avec une autre façon de voir le travail, une autre relation au confort, une capacité d'adaptation énorme, une confiance que tu n'avais peut-être pas avant. Même si le retour est dur, même si tu doutes, même si tu te sens un peu à côté, tu n'es plus la même personne. Et ça, je trouve ça essentiel à dire, c'est que bien sûr, il y a très peu de personnes, parce que ça quand même, faut être honnête, qui vont avoir des PVT tellement luxueux, qui vont pas forcément avoir, vous voyez, cette même adaptation que vous allez être forcé d'avoir si, je sais pas, par exemple, vous avez des problèmes avec le taf, avec votre logement, ou sans parler de problèmes, vous allez devoir créer du lien, de la conversation pour vous sortir de situation, ou tout simplement pour faire du lien. Voilà, ces personnes-là, je pense, font partie vraiment d'une élite PVTiste qui est très très faible. Je connais plus des gens qui ont fait un PVT modeste, à la rigueur modeste plus, que des gens qui ont fait ça. Mais je trouve ça vraiment incroyable d'avoir cette perspective de quand tu reviens, t'es plus la même personne, mais fondamentalement parce que t'as vécu une expérience hors norme. Une expérience qui t'a sorti des sentiers battus, où t'as pris des risques, où tu t'es géré logiquement plus ou moins seul. Ouais, t'as été dans des positions d'inconfort, de découverte. Enfin, c'est une fois de plus, c'est de se saisir de cette chose qui n'arrive pas à tout le monde, qui t'est arrivée toi, que t'as façonné, que t'as entretenu, et de te dire, mais en fait, quand tu reviens avec, ça t'accompagne sur toute ta vie. Et la phrase que j'ai trouvée très belle, sans vous lire non plus tout le carnet, ce n'est pas le but, mais ce qu'elle dit, c'est genre justement, ce ne sont pas que des souvenirs, tout ce qui s'est passé, c'est aussi des compétences. Et le plus dur, ce n'était pas de partir, c'était d'oser faire ce PVT. Et vous voyez, pendant très longtemps, j'ai parlé de faire un PVT, mais le moment où j'ai tout mis en place pour que ça se passe, c'est là où il y a eu vraiment une prise de risque, et là, que tout s'enchaîne, vous voyez, et que je visualise que vraiment, genre là, je pars pour pas une autre vie, mais une vie différente, vous voyez. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, je ressens de la fierté. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, forcément, je pense déjà au retour qui potentiellement va être difficile. Sauf qu'en fait, une fois de plus, il faut que je me rappelle que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ça se trouve, je serais très contente de rentrer. Dans tous les cas, je pense que je le serai, mais je veux dire très contente de rentrer, de me dire, bon, c'était une parenthèse, mais faut qu'elle se finisse. Ça se trouve, je voudrais pas rentrer. Ça se trouve, j'aurais trouvé une opportunité sur place. Ça se trouve, voilà, je me dis, genre, je n'en sais rien. Donc, c'est bien de s'armer sur tout ce que tu peux gérer. C'est bien d'être, comment dire, pas anticipatrice, mais genre de te dire, tu vas pas y échapper. Tu vas être comme tout le monde. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments de mou, des moments de remise en question, des moments où tu vas te sentir submergé, parce qu'encore une fois, tu seras en adaptation permanente. Ça, je vais y revenir pour le logement. Mais ça fait partie du jeu.
Et comme vous avez pu le voir, moi qui suis complètement obsessionnelle du contrôle, bah, quelle meilleure expérience que d'aller dans un pays dont je ne parle pas la langue couramment, faut pas se leurrer, genre je la parle mais très 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 de manière menue. Je suis pas du tout en train de minimiser mes efforts ou mes capacités, hein. C'est juste genre remettons-le à l'échelle, genre oui c'est très bien, je peux commander, ça reste quand même à un niveau débutant plutôt sympa, mais tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'inverse du contrôle, ce que je m'apprête à faire. Il y a certaines choses que je peux contrôler, mais cette expérience-là, c'est vraiment me plonger pas dans l'inconnu, puisque je connais quand même un petit peu, etc. Je sais où je vais, mais dans l'inconnu de ce à quoi ça ressemble un an de vie. Parce qu'entre un voyage, même long, et un an de vie sur place, ça n'a rien à voir. J'ai hâte des gens que je vais rencontrer, j'ai hâte, et bien sûr, ça me fait très très peur, mais genre, c'est une très bonne peur, et je trouve que au moment où elle arrive dans ma vie, vous voyez, j'ai 26 ans, où j'ai rien là qui m'attend, qui me retient, ben, je me dis, j'ai cette possibilité, j'ai travaillé, ben, let's go en fait, et j'ai tellement hâte de savoir ce que ça va m'apporter derrière. Maintenant, je vous reprends pour vous parler de comment j'ai trouvé mon logement, où ça, quel prix, caution, pas caution, ce que vous voulez. Et je vais prendre mon petit ordi en même temps pour vous montrer, temps réel, tu connais. En gros, vous avez 3 sites qui sont assez recommandés, et là je vais plus vous parler des logements temporaires, c'est-à-dire des logements quand vous arrivez, parce que déjà sur votre demande de visa PVT, il faut que vous ayez une adresse en fait de logement quand vous arrivez, pour que eux puissent savoir où vous êtes. Et donc là, je parle bien de trouver un logement temporaire, parce que moi, le logement sur place, je compte vraiment passer par agence. Voilà, de tous les retours que j'ai eus, c'est le plus safe. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des arnaqueurs, etc. Mais c'est plus safe que de le trouver sur Facebook en avance, à part si bouche à oreille. Enfin, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, j'ai passé par là. Donc là, je vous parle vraiment de logement temporaire, genre 1 mois et demi, le temps de recevoir votre residence card, qui peut mettre longtemps entre la prise de rendez-vous, le rendez-vous et la réception, suivant l'endroit où vous êtes. Et surtout, prendre 1 mois et demi, c'est pas déconnant quand vous voulez prendre le temps de j'arrive pas à parler, potentiellement, visiter des apparts, quoi, de pas vous mettre la rate au courbouillon, d'explorer plusieurs possibilités, etc., etc. Donc, moi, on m'en a recommandé de sources sûres 3. Premier, c'est, il n'y a pas d'ordre, genre de plus ou moins bien, mais il va y avoir Homes in Korea, qui se présente comme ça. Vous voyez, vous mettez les dates où vous voulez y aller, le room type, donc le type d'appartement que vous visez, votre budget, donc là, 500 000, 1 million de won. Vous pouvez regarder à combien ça équivaut. Par exemple, 1 million de won, ça fait à l'heure actuelle 567 €. Et après, vous mettez le quartier dans lequel vous voulez aller. Par exemple, là, je vais mettre Hongdae, Shincheon. Et vous avez la carte, les Airbnb sur le côté. Vous allez avoir des share house, vous allez avoir des studios. Vraiment, voilà, faut faire votre petit marché. Vous regardez. Alors attention, les photos en Corée, ils sont très 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 forts. Ils arrivent souvent à faire une photo en mode grand angle plutôt. Donc ça, faites vraiment gaffe à ce que vous cherchez. Regardez le mètre carré, inspectez voilà les choses, etc. En gros, vous avez celui-ci et bien sûr, voilà, en vous baladant, vous cliquez. Là, quand il y en a juste le prix, c'est que vous avez juste la location. Mais quand vous cliquez qu'il y en a 3, voilà, vous en avez plusieurs. Donc ça, c'est un qu'on m'a beaucoup recommandé. Mais moi, ça ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que déjà, pour me connecter, pour m'inscrire, ça a été un peu la galère. Et quand je voulais aller sur mon tableau de bord, ça marchait pas. Alors, ne quittez pas comme moi, mais il y a quand même des belles options qui sont proposées. Et vous allez voir avec le deuxième site que je vais vous présenter, ce qui est très bien, c'est qu'il est en won. Et ça, c'est vachement cool, vous allez comprendre pourquoi de suite. En gros, quand vous allez sur Airbnb, soit une plateforme que je vous recommande pas trop parce que même s'il y a eu une grosse régularisation, il y a eu beaucoup de scams de personnes qui se sont fait avoir. Et en fait, le truc, c'est que surtout sur Airbnb, vous allez avoir le prix en euros. Donc du coup, ça va être un peu plus cher que si vous le preniez sur un site où c'est en won. Et surtout, Airbnb est assez connu pour se prendre quand même des petites charges sympathique. Et même si le deuxième site que je vais vous montrer en prend aussi,
c'est vraiment pas celui qui est le plus recommandé. Après, maintenant, il y a une grosse régularisation, donc c'est pas autant ghetto qu'avant. Et après, le principe d'Airbnb, je pense que vous le connaissez. Voilà, moi j'avais quand même noté 2-3 trucs, ça mangeait pas de pain. Mais il y a quand même beaucoup moins de choix qu'avant, puisque beaucoup d'appartements, ils ont dit ciao, c'est pas réglo, donc bisous. Le site où moi j'ai pris mon logement, qui est vraiment hyper recommandé, j'ai plein de potes qui ont trouvé là-bas, c'est EncoStay. C'est un site foreigner friendly, là vous voyez c'est carrément en français, donc même pas en anglais, parce que Homes in Korea, je crois, oui c'est en anglais. Là, EncoStay, c'est en français. Donc vous voyez, vous mettez comme vous le voulez, et puis ensuite, comme d'hab, on met l'endroit où on le veut, la date où on prévoit d'y aller, le nombre de personnes, et on recherche. Et c'est pareil, c'est toujours un peu la même interface, vous voyez, vous avez le prix, donc souvent quand c'est peu cher, c'est que c'est en colocation, en share house, et ensuite, pareil, vous cliquez, vous avez le détail quand vous avez votre période, avec par exemple ici, vous avez les frais de service de l'application, frais de ménage, les charges de l'appartement, etc., etc. Je trouve que ce qui est vraiment très bien fait, c'est le contact en fait avec l'hôte. C'est parfois des promoteurs immobiliers, etc. Ils sont assez réactifs. Vous pouvez bien sûr, enfin surtout je dirais même, n'hésitez pas à demander des vidéos pour mieux voir certaines choses, des photos, parce que c'est grave les professionnels de pas montrer certaines parties, notamment les salles de bain. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et ils sont vraiment assez réactifs. La plateforme traduit directement les messages dans votre langue ou sinon vous allez les traduire. Il y a même beaucoup de promoteurs immobiliers quand ils voient que vous êtes étranger, ils vous répondent en anglais directement. Donc ça c'est vraiment bien fait et c'est assez sécure. Et pareil, vu que c'est en won, vous gagnez quand même un peu au change. Enfin, une application en fait qui est très connue, c'est tout simplement Booking. Alors à titre personnel, je ne suis pas utilisatrice de Booking sur le côté immobilier. Je suis pas ultra fan de comment est l'application, donc j'ai pas beaucoup de choses à vous en dire. Après ça reste, vous voyez, toujours la même chose pour regarder, pour trouver. Je trouve ça un peu plus cher, mais là je pense que c'est vraiment parce que j'y suis pas assez allée. Je sais qu'en plus vous avez des systèmes de points qui peuvent être intéressants, genre pour avoir des réductions, etc. Mais globalement c'est vraiment les trois que on m'a reconseillé, que je vous conseillerais en termes de sûreté pour le coup de l'annonce. Après voilà, faites toujours attention au scam. Si vous voyez qu'il y a un appart extraordinaire qui coûte très peu cher, on tombe pas dans le panneau. Si on peut, on regarde les avis. Par exemple, sur EncoStay, le temps de réponse, le contrat finalisé, le taux d'acceptation de la personne à qui vous allez demander le logement. Par exemple, moi, j'en ai un qui m'a recalé. Et là, on va rentrer dans, donc, moi qui trouve un logement. En gros, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que à part pour les livres, les BD, la nourriture, elle est un peu quand même, je déteste flâner. Genre vraiment, moi quand j'achète des affaires, je sais exactement ce dont j'ai besoin. De manière générale, c'est vraiment pas une partie qui m'anime. Même les restos, je vais bien aimer chercher un petit peu, mais moi je suis un peu du genre de, il y en a un qui me botte, j'y vais direct. Je préfère aller directement à un endroit et tester plus tard que perdre genre 30 minutes et au final c'est le cafouillage total. C'est vraiment quelque chose qui m'envahit, pareil. Donc du coup, comment vous dire que pour la recherche d'appart, surtout que là on parle d'un appart temporaire, vous voyez, on parle pas de mon appart que je vais avoir sur 1 an, c'était pas mon fort, ni mon attrait le plus total. Déjà qu'il y avait pas grand chose dans le processus là de faire le visa qui m'avait enchanté, puisqu'en soi il y a rien d'enchantant. Alors la recherche d'appart, en fait c'est surtout que je me suis confrontée à des choses que j'avais pas du tout en tête et du coup ça a été un peu la douche froide à plein d'égards. Déjà, il faut sachez, j'insiste, que louer un appart sur Airbnb, sur EncoStay, sur des plateformes et d'autres, je suis désolée, peut-être vous allez dire pas du tout, encore une fois l'espace est libre pour négocier, mais c'est forcément perdant par rapport à ce que vous pourrez trouver sur place en agence. Et je parle sur le long terme. C'est que même si vous trouvez un logement qui vous coûte pas cher, par exemple en share house ou en coloc, etc., ça vous coûtera toujours moins cher. Enfin vraiment, quand je vois toutes les annonces de gens qui en laissent genre sur les groupes Facebook, etc., donc vraiment du bouche à oreille, tous les retours d'expérience de mes amis, vous payez toujours moins cher et vous avez bien meilleure qualité en payant une caution. Et là, je vous parle vraiment de caution, par exemple, des gens avec des tout petits logements qui allaient mettre donc 1 million de won de caution, soit 500 € de caution à l'année, 567 là, comme on a vu, mais qui du coup allaient payer le logement 200, 300 € moins cher que de le prendre sur une plateforme comme EncoStay, Airbnb ou Booking ou que sais-je. Parce que eux n'ont pas de caution. Donc forcément, c'est plus simple en soi quand on arrive parce qu'on n'a pas 500 € supplémentaires à mettre, mais
souvenez-vous que la caution, vous la retrouvez. Alors, il faut faire attention à certaines choses. Enfin, c'est comme partout, vous voyez, faire l'état des lieux en arrivant, le demander ou le faire vous-même, prendre des photos en partant pour être sûr de ne pas être arnaqué, etc. Ça, vous avez tout renseigné sur le carnet de Mélissa. C'est vraiment bien fait d'ailleurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, vous mettez 500 € en arrivant ou plus. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous dire, ces plateformes-là, pour moi, c'est vraiment plus de l'ordre du temporaire que du définitif. Après, si pour vous, vous avez l'argent à mettre dedans, que ça vous rassure, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien c'est parfait. Mais sachez d'ailleurs que sur Incostay, vous pouvez prolonger votre séjour si votre logementeur, j'allais dire, la personne qui vous loge est d'accord. Voilà, si au final vous trouvez pas ce qui vous convient en agence, etc., eh bien vous pouvez rester là où vous êtes, changer, prolonger. Ça peut être des contrats très longs. Mais donc là, moi j'ai trouvé mon appart, trop bien situé. J'ai trop hâte de vous montrer, mais genre c'est vraiment mon quartier de cœur, à savoir Mangwon. J'adore, vraiment, c'est un endroit où je me sens très à l'aise, qui est entre filles locales et modernité. Il y a le marché, les bars sont géniaux, les cafés sont géniaux, les restos sont géniaux. Il y a la Han River à côté. Bon, voilà. Je suis à côté, genre de Habjang, de Hongdae et tout. Et moi, c'est pas forcément pour Hongdae en tant que tel, mais parce que c'est un point de ralliement, pareil, que je connais bien. Et il y a la line 2 de métro qui est la plus connue en Corée, qui va super vite. Enfin bref, je suis trop contente. Et genre, quand je vous dis que j'ai passé une semaine à ne faire que ça, c'est qu'à la fin, j'étais un zombie. J'en pouvais plus. Genre vraiment, je pense que je passais 5 heures par jour à éplucher toutes les annonces, à demander des détails, à regarder les photos au microscope. Et c'est là que j'ai développé un fantasme sur les parois, ou tout du moins les rideaux, les renfoncements pour les douches. C'est que ça, c'est quelque chose que je savais, mais en Corée du Sud, va beaucoup plus y avoir d'attention sur la cuisine, on va dire, et la machine à laver. Peu importe où vous logez, vous aurez une machine à laver, très souvent dans votre appartement. Genre même les tout petits studios que j'ai vus, ils ont toujours une big machine à laver, Samsung, LG, ce que vous voulez. Mais par contre, la douche, la salle de bain, c'est pas... je pense que c'est vraiment pas les mêmes priorités que nous, on va avoir en France, par exemple. C'est-à-dire qu'en France, vraiment... Pour le coup, les studios, nous, il n'y aura pas du tout la priorité machine à laver, mais il y aura toujours une petite paroi de douche, si fine soit-elle, un petit rideau. Alors qu'en Corée, c'est vraiment, vous avez les toilettes, la salle de bain, elle peut faire 3 mètres carrés, le pommeau de douche, il vous sort du robinet de l'évier, et vous vous douchez là où vous faites pipi et cracra. Et là, je vais vraiment parler des apparts, vous voyez, bon marché, etc. Bien sûr que les gros apparts en Corée, enfin moi, quand je suis allée chez des copains qui avaient des big apparts, d'ailleurs, parfois en périphérie de Séoul, ils avaient des baignoires. Enfin, je veux pas non plus vous dresser un portrait de la Corée de ils ont ni douche ni baignoire. Mais la baignoire, déjà, c'est très peu courant. Et la douche, c'est juste que, vrai, c'est pas les mêmes attentes en fait. Vous avez des petits slippers, là, des petites tongs de douche. Mais genre, globalement, il y a juste une bouche d'évacuation par terre. Mais le sol, floor is lava. Floor is water. C'est Aqualand. Et nous, bien sûr, c'est un petit peu au début rebutant parce que juste, on n'a pas l'habitude. C'est juste une question d'habitude et de choc culturel. Enfin voilà, il y a des chocs plus grands. Mais oui, bien sûr, quand on a un petit confort, vous voyez, moi, l'appart dans lequel je vis, etc. Ben là, j'étais en mode, ah oui, donc la salle de bain, elle est tout petite. Et en plus, je vais me doucher sur mes toilettes. Je vous avoue que, voilà, je veux pas faire princesse. Mais bien sûr, il faut que je sois honnête avec vous. Genre, j'ai développé un fantasme. Et laissez-moi vous dire que là, pour 1 mois et demi, j'ai trouvé un super plan. Genre, ma chambre, elle est fait moins de 20 mètres carrés, mais elle est quand même hyper bien agencée. Enfin, j'ai vraiment toutes les commodités, etc. Puis bon, voilà, bien placée, safe. Il y a de très très bons retours. La meuf a été adorable, etc. Mais la salle de bain, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de paroi. Juste, il y a un petit renfoncement et il y a un robinet exprès, genre pour la douche. Ça sort pas de mon robinet de lavabo. Et ça, du coup, je suis déjà trop contente. Et vous voyez, au bout d'un moment, je me dis, Juliette, c'est ton logement temporaire. C'est pas ton logement, genre, sur 1 an. Garde ta thune. Sais que j'avais trouvé un appart, mais extraordinaire. J'avais trouvé un office-tel, comme je m'en rêve. Mais voilà, quoi, c'était 1 300 €. Là, je sais pas si j'ai dit, mais je paye 954 literie comprise. Parce que pour des normes sanitaires, vous voyez, il n'y a pas tous les logements qui vous mettent la literie. Là, je l'ai commandée, donc elle sera vraiment neuve, de saison, etc. C'était genre même pas 50 €. Je crois que c'était genre 25 €, 30 €, même pas. Et ouais, j'en ai eu pour 954 pour 1 mois et demi, sachant que je suis quand même très bien placée. Genre je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Et là voilà, l'appart de mes rêves, je suis en mode, oh mon Dieu, il est trop beau, mais c'était 1 300 € et je me suis dit genre, Juliette, garde ta thune pour après. Quand tu vas chercher ton logement pour 1 an,
Là, tu pourras être un petit peu plus, comme on dit, picky sur ta paroi ou ton rideau de douche, un espace vraiment distinct entre la cuisine et la chambre pour les odeurs, la luminosité. Mais là, tant que t'es sur un truc qui te met pas genre mal, tu sais, en le regardant, parce que vraiment, mais j'ai vu des annonces, j'étais en mode... Au bout d'un moment, j'ai très vite compris qu'il allait falloir que je baisse mes ambitions par rapport à ce que ça allait me coûter. Et encore une fois, voilà, les premiers mois du PVT, on a tellement de dépenses et surtout, on commence à en faire parce qu'on s'adapte. On apprend à connaître la différence entre les devises. Mais au début, on peut un peu se prendre au jeu de « Ah, mais ça va, ça coûte pas cher ». Parce qu'en plus, on est un peu dans un mood, vous voyez, genre vacances, en mode à l'étranger, tu payes pas ce que tu payes. Sauf que non, en fait, tu y vis 1 an. Donc tes dépenses, faut commencer quand même un peu à être regardant sans être forcément obsessionnel. Enfin, après, ça dépend de votre budget. Mais dès le début, et je me suis dit, genre là, j'ai trouvé un truc qui est vraiment très chouette, qui est utilitaire. Et est-ce qu'en plus, je vais tout le temps être dans mon appart, je me connais, je vais gaver bouger dès le début, je vais aller dans des cafés me poser. Je préfère économiser, l'air de rien, quasiment 500 balles. Enfin, c'était 400, un peu plus. Et les réinjecter ailleurs. Là, par exemple, je dois m'acheter une valise pour mon PVT parce que la mienne, elle est pourrie en tissu. Enfin, elle a 30 ans, c'était celle de ma grand-mère, etc. Là, je vais m'en acheter une. Vous voyez, girl math, genre, t'as économisé 400 balles. Et voilà, tu mettras l'argent pour ton logement que tu vas garder en fait sur l'année. Mais là, pour un logement temporaire, en plus, ça se trouve, je vais même pas y rester le mois et demi, je vais trouver mon logement avant. C'est pas le but. Et c'est compliqué en fait d'être à la fois raisonnable quand vous avez travaillé pour quelque chose, que vous avez l'argent, mais de vous dire vraiment, ma sœur, si tu peux faire des économies, tu seras contente de les remettre ailleurs. Et de deux, d'être pas non plus déraisonnable sur le confort que vous allez vous octroyer. Ça, on est d'accord qu'on est tous et toutes différentes sur ce qu'on attend d'un appartement. Il y a des gens qui y seront jamais et qui peuvent dormir, quand je dis dormir sur un caillou, vous savez, c'est genre ils ferment les yeux, ils dorment. Donc être dans un Goshiwon, donc les tout petits, enfin c'est vraiment des studios, mais des micro-studios, ce sera pas un souci. Il y a des personnes qui, au contraire, comme moi, genre je suis quelqu'un d'assez casanier, j'aurais besoin à un moment d'avoir un endroit qui me ressemble, où je me sente bien. Parce que oui, c'est trop beau, la vadrouille, les voyages, mais il y a quand même beaucoup de mon temps que je sais, je vais passer chez moi. Parce que oui, c'est une vie à l'autre bout du monde, mais ça va rester une vie lambda à un moment quand même. Enfin, lambda en ne l'étant pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut quand même que j'ai un endroit qui me ressemble. Et ça, j'en parlais avec Mélissa, justement, qui disait, genre, et tout plein de personnes, quand vous êtes dans un pays, une fois de plus, où vous parlez pas la langue, où c'est pas la même culture, voilà, le même temps, ce que vous voulez, vous êtes en adaptation constante. Et là, quand je parlais à des gens qui sont en PVT, qui en reviennent, ou de leur expérience passée, voilà, même si c'était un plus longtemps, c'était que vous allez être très fatigué, mais sans vous en rendre compte, c'est que votre cerveau, quand vous rentrez chez vous le soir, il est vraiment en mode « Ah !» Enfin, un endroit où j'ai pas à faire gaffe toutes les 2 secondes à ce qui se dit, à essayer de comprendre, de traduire, de me faire comprendre, de me faire traduire, etc. Et l'air de rien, ça fatigue beaucoup. Et si vous avez toute cette fatigue, parce que vous l'aurez, à moins que... Mais même, je pense, en étant bilingue, il y aura de la fatigue quand même. Enfin, même quand je vais dans des pays anglo-saxons, même si je parle très bien la langue, je suis quand même fatiguée parce que ça reste un effort. Pas aussi effort qu'en coréen. Parce que maintenant, je parle anglais sans avoir besoin de, vous voyez, de tout appréhender, mais ça reste un effort. Et si vous aimez pas l'endroit dans lequel vous arrivez, en plus de ça, genre où vous logez, je sais pas, il est insalubre, ou il est trop petit, ou il y a pas assez de lumière. Moi, je sais que la lumière naturelle, bon, il en faut pas trop, sinon c'est un petit peu pénible, parce que surtout, il y a pas trop de volets en Corée, c'est pas, ça c'est très français et je pense européen. Mais je veux dire, si en plus, voilà, vous arrivez, vous vous sentez pas chez vous, pas à l'aise, ça va ne faire que accentuer votre fatigue. Et si vous êtes fatigué, vous serez plus propice à être, je sais pas, malade, triste, pas bien. Et du coup, ça va vous plomber votre expérience PVT. Donc, trop bien si vous n'avez pas besoin de confort à ce point, si vous pouvez faire une économie sur ça. Mais moi, je sais que s'il y a bien 2 points sur lesquels je ne ferai pas d'économie, et je le sais, et je l'ai dit et je le redirai, c'est la nourriture et le logement. Cette vidéo, ça a été beaucoup de blabla sur beaucoup de sujets. Et c'est pas fini parce que la dernière partie, j'avais vraiment envie de revenir avec vous une énième fois pour vous parler de ces choses qui m'avaient fait du bien, qui m'ont fait du bien plutôt, pendant ces 3 semaines hors des réseaux. Que ce soit le divertissement, que ce soit des pensées que j'ai eues en fait justement à la suite de cet arrêt parce que tout simplement elles ont eu la place d'exister, j'avais envie de vous partager tout ça. Qu'est-ce qui m'a fait du bien depuis mon arrêt des réseaux, que ce soit en termes de livres, que ce soit en termes de films, de séries, vous voyez, de plein d'autres sources de divertissement.
Eh bien déjà, ça a été de pas forcément consommer des contenus, peu importe voilà le sujet, éducatifs. Je sais pas comment dire, genre qui apportent de nouvelles connaissances. Le fait d'avoir supprimé donc Instagram et YouTube de mon téléphone, YouTube plus récemment, mais bah là du coup ça fera quand même plus d'une semaine, ça fait vraiment se poser des questions. Ça fait vraiment se poser des questions, je veux dire, de manière introspective. Et comment vous dire que toute la journée, vous allez être un petit peu, je vais pas dire le mot accablé parce que ça va vous rebuter si vous vous posez la question d'arrêter ou pas ou qu'est-ce, mais genre ça vous fait poser plein de questions en permanence sur, analyser votre décision, voir ce qui s'offre maintenant à vous, faire le point sur ces années à avoir consommé du contenu, etc. un peu en permanence, gérer la baisse assez vertigineuse de dopamine qui s'offre à vous, enfin qui s'impose à vous. Et du coup, vous voyez, j'étais pas forcément dans un mood où j'avais envie, en plus de tous ces questionnements qui... Voilà, le mot accablé n'est pas le bon, mais qui me venait comme ça, qui me popait la tête, de lire ces livres que j'avais pris et que je chéris, attention, qui allaient être très lourds en termes d'informations. Je sais que je m'y remettrai plus tard, etc. Là n'est pas la question. J'ai vraiment eu une période où j'adorais me nourrir d'essais féministes qui déconstruisent le patriarcat, etc. Mais je pense que c'est genre bien d'espacer d'autres lectures parce que sinon, en fait, on fait un trop-plein d'informations, etc. Ah ouais, mais ça veut dire que tu vas rester ignorante sur ces sujets alors que c'est vraiment des livres réputés pour t'orienter tout d'une nouvelle manière. Encore une fois, chacun son chemin. Tant que vous êtes dans une logique évolutive de vous nourrir, en fait, ça peut se faire de plein de manières possibles, de un, et surtout, il n'y a pas de course, vous voyez ? Que ça vous prenne plus longtemps que quand vous enchaîniez des semaines de fous furieux, des journées de fous furieux, vous n'avez pas envie, en tout premier lieu, de vous poser et de lire ces livres, bah c'est compréhensible, en fait. Et genre... Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On essaie tous de mener notre barque. Si en plus déjà on est dans un travail de déconstruction et de reconstruction, voilà, de se nourrir d'autre chose, ben je trouve que c'est plutôt chouette. Faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon et faire un burn-out de lecture. Parce que justement, je pense que c'est la meilleure manière de s'en dégoûter et de s'en détacher pendant très longtemps. C'est donc pour cette raison que là j'ai des livres beaucoup plus BD d'ailleurs aussi, qui me font beaucoup plus plaisir et envie à lire. Là je l'ai commencé mais pas encore fini parce que je lisais les tomes sur le PVT de Mélissa et tout. Francine Burlot, dont j'avais déjà lu un livre sur Fuir le bonheur, enfin qui s'appelait Fuir le bonheur. Là, c'est Les arbres se taisent. On est dans un huis clos bordelais. Comme j'adore, genre, enfin, je suis fan des huis clos, des secrets de famille, des histoires et tout, avec un drame qui se passe au début quand même du livre. Vous voyez un peu comprendre les tenants, les aboutissants, comment les gens sont liés, ce qu'ils pensent les uns des autres. J'adore. J'ai ma meilleure amie qui m'a offert le fameux best-seller en Corée, Je veux mourir, mais je mangerai bien, du tteokbokki. Un livre pour le coup que j'avais acheté il y a fort longtemps, mais qui, ces temps-ci, vous voyez, quand je dis j'ai pas envie de lire des livres très informatifs sur le patriarcat, sur la misogynie, etc. Par contre, lire des œuvres, je vais pas y arriver, lire des œuvres sur le sujet, oui. La fameuse Annie Ernaux, La femme gelée, je l'ai commencé et pareil, j'aimerais la continuer, mais dans l'ordre, voilà, finir mes lectures, etc. Parce que j'avais lu des extraits en première quand on avait fait les épreuves du bac de français et je l'avais trouvé genre incroyable ce livre. À la rigueur, s'il y a un truc de philo que j'ai envie de lire en ce moment, c'est bien le livre de Marianne Chaillan, donc que j'adore. Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser, parce que c'est un livre de philo, mais vous savez où vous le lisez en mode oh, la fille est partie loin là. Si vous faites un choix, ça vous renvoie à tel chapitre. Si vous faites ce choix, ça vous renvoie à tel chapitre. Vous êtes le héros, vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça trop cool et hyper dynamique, genre en mode de what's the term for this ? J'ai envie de dire altruiste, mais c'est pas du tout ludique. Pourquoi altruiste ? Ludique comme manière d'appréhender la philo, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant dans la période dans laquelle on est, justement cette problématique de pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser. Et voilà, j'adore me questionner moi-même sur ce que je pense et sur ce que je pense penser. Finir mon dernier livre quand même que j'ai en ma possession d'Amélie Nothomb, à savoir Acide sulfurique, parce que j'avais commencé, il était incroyable. Et après ça, du coup, j'ai 3 BD. Celle-ci m'a été offerte pour mon anniversaire par mon amie Léna. La distinction, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu, le seul et l'unique, la distinction entre les classes. Les dessins sont juste sublimes, tout en noir et blanc. Et surtout hyper intéressant puisque ça va parler, vous voyez, Bourdieu c'est le capital culturel, le capital social, de dire genre de là d'où on vient, des moyens qu'on a eu pour grandir en fait, eh bien on va appartenir à une certaine classe sociale qu'on le veuille ou non. Ça va parler, je pense aussi, voilà, de tout ce qui est un peu transfuge, identité, tout ça. Hyper intéressant, mastodonte, mais j'ai très hâte de la lire. Et puis après, des choses pour le coup complètement différentes. Alors ça c'est Glénat, je les avais reçues. Le piéton de Bordeaux,
Pareil, je crois que c'est très anecdotique. Il y a même des petits plans et tout, c'est trop mignon. Sur une ville que j'adore quand même, Bordeaux, ma ville. Et la deuxième que j'avais reçue, c'est Goetz. C'est pas ma cam du tout en termes de dessin à la base, et ni l'histoire, mais justement parfois j'aime me challenger et voir des choses en fait un petit peu différentes. Ça a l'air bien d'énerver, j'ai hâte. Et vous voyez, autour de tout ça, des petits films que je vois, des séries, genre là je me prends vraiment le temps, du coup depuis que j'ai plus les réseaux, de regarder des séries. Alors là je me suis fait toute une ribambelle de true crime, de procès, vous voyez, genre je trouve ça hyper intéressant de voir comment ça se passe à un procès judiciaire et tout, notamment bon aux États-Unis, mais de voir voilà le travail des avocats, des procureurs, enfin en plus j'ai un peu fait mes études dedans, donc j'aime bien savoir cet aspect technique et tout simplement parce qu'il y a des histoires qui je trouve sont intéressantes sur ce que ça a révélé, vous voyez, de manière plus générale sur la société, ce que ça a permis de faire avancer, etc. J'ai re-regardé des séries que je connais déjà par cœur, mais ça m'a fait beaucoup de bien et pareil, il n'y a pas besoin tout le temps d'aller à la découverte. J'ai revisionné Heated Rivalry pour la 20e fois, je l'ai re-regardé encore hier, c'est affreux. Et ça aussi, vous voyez, genre là, ces derniers temps, j'avais pas mal de stress, j'ai eu des moments un petit peu down personnellement. Je le connais officiellement, je pense qu'on m'ouvre une page, genre je peux dire exactement ce qui se passe les 30 d'après. J'ai relu mes petits tomes de Hated Rivalry. En fait, Ilia et Shane, c'est vraiment ma safe place. Genre, je les aime tellement, ça me fait tellement bien. Non, puis même, voilà, il y a rien à justifier. Et je me dis, je préfère 100 fois que ma safe place, ce soit des livres, ce soit des personnages, vous voyez, comme ça, plutôt que de me réfugier dans un scrollage intempestif qui n'en finit jamais, de personnes que je ne connais pas, qui au mieux me feront pas trop jalouser, mais me rappelleront que je pourrais faire plus, et qui au pire me feront ultra jalouser et me rappelleront que peu importe ce que je fais, je serai jamais à leur niveau. Bien sûr, je rappelle, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute aussi de l'algorithme, comment il est pensé, et de la position dans laquelle il nous a mis au fil des années. Pareil, je vous renvoie vraiment à ma dernière vidéo sur le sujet si ça vous intéresse et si ça vous parle. Mais vraiment, vous voyez que ce soit en termes de films, j'en ai vu certains où ça faisait très longtemps que voilà, je voulais les voir et tout, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, de manière générale, ce qui m'a fait du bien, ça a été de me poser et de faire une seule chose à la fois. Donc, justement, d'éviter cette surstimulation qui vient de plein d'abords et qui est continue, etc. Là, ce dont j'ai vraiment besoin en ce moment, c'est de me recoucher tôt. Je suis assez fatiguée pour tout vous dire, genre, je sens que j'ai vraiment besoin de sommeil pour, je pense, récupérer aussi de toutes les informations, les changements qui arrivent, etc. etc. Niveau personnel, pareil, d'un petit peu prendre du recul par rapport à mes amis, c'est-à-dire que j'ai eu une période où j'avais beaucoup besoin de les voir, je les ai vus, d'accepter voilà, que ces périodes sont fluctuantes, que là, c'est pas aussi déconnant que mais je ne fais que balayer mon lien avec vous. De prendre un peu de temps pour moi, parce que concrètement, l'année prochaine, je vais quand même être seule, je pense. Enfin, je me le souhaite pas, mais voilà, la majorité du temps, genre, de pas trop en attendre, en fait, et de revenir à quelque chose de plus centré, sans vraiment dire égocentré, parce que ça, c'est toujours ma crainte la plus forte. En gros, j'ai vraiment un souci. Et à la fois, j'entends certains arguments, mais d'autres me saoulent profondément. J'ai un souci avec le fait de toujours se placer au centre de tout. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai regardé 2 vidéos que j'ai trouvées extrêmement passionnantes et qui, justement, ont pas mal nuancé mon avis à ce sujet, même si je suis pas d'accord avec tout. Encore une fois, on n'a pas à être d'accord avec tout. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'entièreté d'une théorie qu'on peut pas se saisir quand même de certaines choses. Et notamment, voilà, il y avait la pensée de Carl Jung, je ne sais pas comment on dit. Bref, un psychanalyste, philosophe, je ne sais pas trop comment le qualifier, très connu, qui a parlé de la théorie de l'individuation. Justement, en fait, d'un petit peu s'extraire du monde, d'arrêter d'être toujours dans la réaction et la disponibilité constante, pour un peu se recentrer sur soi. Mais pas dans un but justement de complètement s'extraire avec froideur et cynisme du monde qui nous entoure et de ne vivre plus que pour soi, mais plutôt pour éviter d'être soumis aux réactions que le monde attend de nous. Que ce soit sur, par exemple, si on prend des exemples concrets, la polarisation permanente qu'on attend de tout et de tout le monde, qui est continuellement perpétrée, les politiques, je n'en parle même pas, mais surtout les canaux d'information, que ce soit les journaux télévisés, les médias sur les réseaux sociaux, ou bien même avec l'art, avec le divertissement, avec les séries, ce qu'on attend maintenant qu'une série fasse, qu'une série ne fasse pas. Et voilà, Carl Jung, il interroge en fait un peu plus la théorie dans le sens de, on te demande pas de devenir complètement étranger à tout ce qui se passe parce que c'est le monde dans lequel tu vis, donc
faut quand même y être impliqué, vous voyez, d'une certaine manière, mais plutôt de préférer le silence, non pas en repli et en lâcheté, mais parfois plutôt en réflexion, en temps de pourquoi en fait je devrais toujours alimenter une flamme, vous voyez, permanente, un brasier qui ne cesse d'être alimenté par de l'huile, par du feu, parce que en fait on est vraiment dans une société qui cherche à faire monter le brasier plutôt qu'à l'éteindre, parce que si on l'éteint, on peut voir d'où vient le départ de feu, et peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie qu'on voit d'où viennent les départs de feu, qui n'ont pas envie qu'on interroge la source de ce départ de feu, donc qui continuent de mettre de l'huile sur celui-ci. Bref, pardon, je suis partie dans une métaphore un peu longue, mais ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est que c'est très intéressant, c'est qu'à la fois je rejette ce truc sociétal très individualiste, capitaliste, et pas, vous voyez, sur l'individuation de Carl Jung qui parle plus d'un repli justement pour être plus conscient de ce qui nous entoure et surtout choisir ses combats, choisir l'intensité et ne pas toujours réagir, ne pas toujours être dans la réaction, peut-être être plus dans l'écoute, l'observation, quelque chose qui nous manque cruellement dans notre société. Et moi, la première, vous voyez, c'est que je me rends compte que je suis soumise à des schémas de réaction permanents et qu'il y a des moments où je devrais juste la fermer. Mais genre, ça veut pas dire cautionner, bien sûr, il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut juste parler et contredire. Mais de manière générale, je vois que c'est quelque chose qui m'épuise, je vois que c'est quelque chose aussi qui me rend extrêmement prévisible, et j'ai pas envie de jouer la mystérieuse, mais c'est que cette prévisibilité, elle peut me nuire, parce que du coup, on sait exactement quel levier actionner chez moi pour que j'agisse d'une certaine manière. Et je commence à en avoir marre, et même dans mes schémas amicaux, dans mes schémas sociaux de manière générale, je me rends compte que c'est très facile de me contrôler, sans parler de manipulation, vous voyez, consciente des gens de mon entourage. Pitié, les gens de mon entourage sont sains. Mais que ça reste facile, en fait, de savoir comment je vais réagir à une information, comment je vais réagir à un comportement. Et je me rends compte, c'est très bizarre, c'est un petit peu violent, entre guillemets, de se rendre compte de tout ça. Puis à la fois, je me dis, c'est une force, encore une fois, de mettre au travail toutes ces informations et de chercher à dépeloter la pelote et de la coudre différemment, si on continue dans les métaphores incessantes. Mais voilà, je mets vraiment une nuance entre l'individuation qu'expose Carl Jung, que je trouve très intéressante, même si je suis pas d'accord avec tout. C'est bon, après une théorie, ça se lit, vous voyez, c'est avec une vidéo que je connais de sa pensée. Et à la fois, j'ai voilà, toujours ce souci à faire que les individus soient très pensés sur eux-mêmes et plus en termes de communauté. Je trouve qu'il est toujours quand même important parfois de penser un peu aux autres et de, vous voyez, d'enlever le spectre uniquement sur nous, parce que à trop penser qu'à nous-mêmes, à trop être auto-centré justement, à trop penser en jeu avant le nous, eh bien on peut devenir un peu con, pour dire les termes. Parce que parfois on est submergé par nos problèmes, et c'est un fait, on a des problèmes qui sont légitimes, mais en parler aux autres, ou du moins écouter ceux des autres, vous voyez, ou juste partager des moments de vie, pas forcément être dans « Ah, toi t'as ce problème, moi j'ai ce problème », mais écouter la vie qui se passe autour de nous, je trouve que parfois ça sert à prendre du recul et à faire beaucoup plus de bien qu'à nécessairement parler en profondeur, comme dit Carl Jung, à ruminer en fait en profondeur ce qu'on sait déjà. Et que parfois le plus grand travail qui se fait, c'est de laisser infuser les choses, c'est de ne pas tout traiter sur l'instant, d'accepter qu'il va peut-être pas y avoir de réponse instantanée, et de toujours se dire, vous voyez, c'est la métaphore, et je finirai sur ça, cette grosse parenthèse, du cercle des poètes disparus. Si vous l'avez vu, ce n'est pas un spoil, mais c'est qu'à un moment, le professeur de classe, Robin Williams, enfin, joué par Robin Williams, dit la meilleure manière parfois de mieux voir les choses, eh bien, c'est tout simplement, et vous allez plus me voir, d'avoir un meilleur angle. Et rien que de prendre les choses de cet angle-là, eh bien, ça pourra tout changer. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces mots, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de beaucoup de choses, mais j'avais envie. Je vous l'accorde, c'était un vlog plus parlotte qu'autre chose, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres où vous me retrouverez sur des plans plus longs, à ne pas parler, à avoir une simple musique. Mais en ce moment, j'essaie vraiment aussi de m'écouter dans mes vidéos et de me dire, pareil, pour garder le rythme jusqu'à mon départ en Corée,
parce que ça me tient vraiment à cœur, eh bien tout simplement je vais faire les vidéos qui me parlent et avec les formats qui me parlent, qui me coûtent pas excessivement d'énergie et en plus que vous semblez apprécier. Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire un retour en disant que pour vous c'était comme un appel FaceTime très long. Ces vidéos-là, donc j'en suis ravie. Sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à booster la vidéo si ce n'est pas fait, et surtout à commenter. Qu'est-ce qu'on pourrait commenter pour les personnes qui restent jusqu'à la fin, comme d'habitude? Je vous souhaite d'aller bien en ce moment, du plus profond de mon cœur, que ce soit la santé mentale, la santé physique, vos objectifs, où vous vous trouvez dans votre vie. Mais j'aimerais finir par vous dire que si parfois les choses sont bizarres, vous dépassent, vous n'êtes pas seul. Les choses prennent du temps. Là, je suis dans une période transitoire, vous voyez, je vais partir en Corée, et même si c'est genre le projet de ma vie, genre mon projet de rêve et tout, bah, ça n'empêche pas que c'est très particulier comme moment. J'ai beaucoup d'angoisse, j'ai beaucoup de hâte, et surtout j'ai beaucoup pour l'instant d'incertitude parce que je suis un peu dans un flou d'avant-départ, même si il se désépaissit. Et j'essaie juste de me ficher la paix sur ça un maximum. Et si vous êtes comme moi dans une logique de détransition des réseaux sociaux, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, j'y pense à la fin de la vidéo comme toujours. Quelque chose que j'ai percuté là depuis une semaine, que quelqu'un d'entre vous avait mis dans les commentaires de la vidéo justement sur le téléphone, c'est que c'est très très difficile encore pour moi de lâcher mon portable à la recherche d'une quelconque notification. C'est pour ça que j'ai enlevé YouTube et que là je commence à vraiment être en rade d'applications à ouvrir, genre en mode « Ah, l'air de rien, il pourrait s'y passer quelque chose ». Enfin, je pense que j'ai jamais autant ouvert mon application bancaire, ou mes notes, peu importe, ou la météo, parce que vraiment ce fichu réflexe d'aller chercher la stimulation, de dire peut-être qu'il s'est passé quelque chose, le temps de... Parce que être ancré dans la vie, c'est tellement plus naturel. Et bien, c'est là, c'est très difficile, ça vous rend très humble de vous dire... Tu t'es vraiment rendu accro à un truc pour te sortir de la réalité comme si elle ne te suffisait pas, et ce en permanence. Donc j'avais envie d'être honnête avec vous sur ça, même si bon, ça arrive très tard dans la vidéo. Écoutez, ce sera pour ceux qui restent jusqu'au bout. Mais voilà, une fois que c'est conscientisé, eh ben, on met les choses au travail pour s'en détacher et à chaque fois de se dire non, Juliette, là, peu importe qui regarde et en a besoin, la réalité est suffisante. Rapproprions-nous la réalité. Parce que c'est ce qu'on a. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, je l'espère, plus soft bien sûr.